Salut, salut. Bon, comment ça sort et c'est comme ça sort. Ok. Je suis ici pour étayer un peu, ben même, je peux dire, démontrer un peu plus l'ingérence du pouvoir dans l'appareil judiciaire. Parce que aujourd'hui, quand vous voyez la justice ivoirienne, elle est manipulée par le pouvoir. Très souvent, quand des panélistes commencent à parler, on a une justice équitable, on a une justice infaillible, on a une justice un peu à vanter ce pouvoir en place. Donc, sans toutefois oublier que le passé euh, est enregistré, appelez ça comme ça, parce que aujourd'hui les réseaux sociaux nous permettent de faire référence au dit du passé, de faire référence à tout ce qu'on a fait à travers les réseaux sociaux. Et à travers cet appareil, nous pouvons remonter à des prises de parole qui, pour moi, ma foi, elles sont tronquées ou bien même qui sont contradictoires à la réalité. Et c'est de ça que moi je vais parler. Donc, si celui qui va regarder cette vidéo à la fin de la vidéo, il va se faire une opinion vraiment très 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 claire, une opinion qui va quand même lui donner un sens, bon, pas un sens, mais je dirais une vue éclairée sur la politique ivoirienne, surtout sur l'appareil judiciaire. Voilà. Et c'est de ça qu'on veut parler. Donc, c'est en même temps faire un éclairage sur l'appareil judiciaire pour dire que si le pouvoir en place a la même mise sur l'appareil judiciaire, c'est pas la CEI qui est la commission électorale qui n'a pas, le pouvoir n'a pas sa main sur elle. Donc, c'est pour conclure à ça, on vous fait voir cette vidéo. Comme ça, vous savez que l'élection présidentielle 2025 est bâclée déjà. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une réorganisation de cette structure-là, c'est une peine perdue. C'est-à-dire que tous ceux qui vont aller aux élections vont tous perdre parce que le pouvoir en place a déjà bouclé, a déjà, comment on appelle ça, contrôlé toutes les institutions de la Côte d'Ivoire et contrôle tout. Donc, comme on appelle ça, a déjà bouclé tout et a contrôlé tout, et contrôle tout, je veux dire. Donc, je ne vais pas rester là à dire les mêmes choses, mais c'est pour vous dire quelque part que regardez cette vidéo et vous m'en direz plus. Ok? Parce qu'il y a Maître Dadi qui va parler, et en plus de cela, il y a Chéri Balé aussi qui va parler. Il y a plusieurs personnes qui vont parler pour que on puisse comprendre la réalité. Ok? Je suis Maître Rodrigue Dadje, avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Je suis l'avocat principal de Mme Simone et Yves Gbagbo, tant en Côte d'Ivoire qu'à la CPI. À l'époque du président Laurent Gbagbo, pour moi, la justice fonctionnait correctement. Il y avait des choses à améliorer. Comme dans toute justice, jeune justice africaine, il y avait des choses à améliorer. Il y avait des tests à faire améliorer, tant en matière judiciaire que pénale que civile. Voilà. Même en matière de droits de l'homme et de respect des droits de la défense, il y avait aussi beaucoup de choses à améliorer sous Gbagbo. Par contre, la justice fonctionnait normalement et des décisions étaient rendues. Ces décisions n'étaient pas tribaliques, elles n'étaient pas politiques. C'était vraiment un processus normal, même si l'appareil judiciaire méritait d'être critiqué pour qu'il s'améliore. Voilà. Ce que nous déplorons, c'est le manque de pas de transparence, le manque d'équité dans la collaboration entre la justice française et la justice ivoirienne. Quand les juges français viennent en Côte d'Ivoire pour exécuter des commissions rogatoires, la justice ivoirienne et le gouvernement ivoirien, le ministère de la Justice,
se met à leur disposition pour les aider à exécuter les commissions rogatoires. Bien souvent, la Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne va au-delà des tests prévus en matière de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Pour vous dire à quelle enseigne la Côte d'Ivoire essaye de collaborer, ce qui n'est même pas normal parce que nous devrions nous en tenir au respect de l'accord de coopération en matière de justice. Mais quand les magistrats ivoiriens partent en France pour exécuter des commissions rogatoires, la justice française ne respecte même pas l'accord de coopération en matière de justice pour prétendre même leur accorder plus d'avantages que ne prévoient les accords. Voilà ce que je dis. Le juge Ramel, à une des commissions rogatoires exécutées par la justice ivoirienne, après l'avoir prévenu et eu son accord sur le calendrier, les juges ivoiriens se sont rendus en France. Le juge Ramel a prétendu qu'il était en vacances et qu'il donc il ne pouvait pas exécuter la commission rogatoire. Paradoxe des choses, c'est que pendant qu'il disait qu'il était en vacances, il s'est retrouvé hors de la France à exécuter, à diligenter des enquêtes sur le dossier. Donc, il ne peut pas être en vacances et être en train de diligenter dans des enquêtes puisqu'il dit qu'il ne peut pas travailler pendant qu'il est en vacances. Je trouvais que c'était un manque de respect pour la justice ivoirienne, un manque de transparence dans la collaboration. Mais en tout état de cause, si la justice française ne collabore pas correctement avec la justice ivoirienne, mais les deux collaborations sont faites dans le but, dans un intérêt commun, celle de retrouver Guy-André Kiefer, de savoir ce qui lui est arrivé. Donc, ce manque de transparence dans la collaboration ne pourra que pénaliser les deux enquêtes et naturellement pénaliser la recherche de vérité sur la disparition de Guy-André Kiefer. Voilà mon arrestation, honnêtement, parce que j'avais jamais imaginé que le gouvernement ivoirien et la justice ivoirienne iraient jusqu'à mettre en prison un avocat ivoirien. Déjà, moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale, donc je n'ai pas assisté aux événements. J'étais en France, j'y suis resté une année. J'ai informé l'ordre des avocats que je rentrais en Côte d'Ivoire. L'ordre des avocats en a informé les autorités. Donc, les autorités ivoiriennes savaient quel jour j'arrivais en Côte d'Ivoire et par quel vol, puisque j'avais donné toutes les informations liées à mon arrivée. Donc, je ne rentrais pas en Côte d'Ivoire comme un fugitif, je rentrais en Côte d'Ivoire libre et libéré de toute éventuelle récrimination. Alors, j'ai été arrêté à l'aéroport par la DST qui m'a conduit dans ses locaux où j'ai été séquestré pendant plus de 2 semaines. Et c'est grâce à la mobilisation des avocats de Côte d'Ivoire et de tous les soutiens nationaux et internationaux que j'ai pu sortir de la DST pour être transféré devant un juge d'instruction qui m'a inculpé. J'ai trouvé cela extrêmement grave. J'ai été inculpé sans aucune charge. J'ai été transféré à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan qu'on appelle la MACA, la prison civile d'Abidjan, où j'ai séjourné 3 mois pratiquement. Alors j'ai été mis en liberté provisoire parfaitement, comme vous le dites, le 21 juin 2012. Par la suite, le juge a rendu une ordonnance de non-lieu me concernant. Le parquet d'Abidjan a fait appel de cette ordonnance. La chambre d'accusation a de nouveau réexaminé le dossier et a confirmé mon non-lieu. Donc c'est comme ça que je me retrouve libre et libéré de toute charge. J'étais poursuivi pour avoir troublé l'ordre public, pour avoir organisé des complots contre l'autorité de l'État, pour avoir financé des bandes armées. Mais bien évidemment, nous savions tous que c'était des accusations farfelues. Le but principal, c'était de m'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Et comme j'ai décidé quand même de rentrer pour assurer la défense de Mme Simone Gbagbo, c'était de me mettre hors d'état de nuit afin que je n'assure pas la défense de Mme Simone Gbagbo. Et donc, quand je suis sorti de prison, je me suis remis à assurer la défense de Mme Simone Gbagbo, dont j'étais l'avocat principal depuis 2008. Donc, il était tout à fait normal que je sois l'avocat de Mme Gbagbo quand elle était en prison. Pour moi, c'est une question de dignité. Je ne peux pas être l'avocat de la première dame de Côte d'Ivoire quand elle est au pouvoir ou quand elle est aux côtés de son époux qui est le président de la République et subitement l'abandonner parce qu'elle est arrêtée et qu'elle est ex-première dame. Non, pas du tout. Pour moi, il était important que j'assure la défense de Mme Simone Gbagbo qui avait besoin de moi. Et c'est ce que je fais depuis que je suis sorti de prison. Bon, cela se passe plus ou moins bien. On a des avancées, on a quelques victoires, on a aussi des échecs ou des déceptions liées au fait que la justice ivoirienne est sous l'emprise du pouvoir ivoirien. Si on était dans une justice libérée de l'emprise du pouvoir ivoirien, Mme Simone Gbagbo serait déjà sortie de prison parce qu'il n'y a aucune véritable charge contre elle. Mais écoutez, pour répondre à cette question, je parlerai sur la défense des prisonniers politiques pour Gbagbo. Voilà, c'est Maître Dirabou Mathurin, le doyen d'âge, c'est Maître Beaubré, c'est Maître Dako Toussaint, c'est Maître Blédé Dora, c'est Maître Gogo Achille, c'est même Maître Céric Bougnon en son temps, avant qu'il ne remonte à la CPI.
c'est Maître Dadje Rodrigue. Donc, comme je disais, c'est une dizaine d'avocats comme ça qui, depuis 2011, assurent la défense des prisonniers politiques pour Gbagbo. Ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. D'abord, les conditions de sécurité. Beaucoup ont eu les cabinets qui ont été pillés, beaucoup se sont fait arrêter ou menacés de mort. Beaucoup ont perdu tout leur portefeuille client parce qu'il n'était pas bon de travailler avec des avocats qui défendent les perdants du pouvoir. Donc l'un dans l'autre, aujourd'hui financièrement, c'est extrêmement difficile pour ces personnes-là. En même temps, je tiens à vous dire que ces avocats ne reçoivent pas véritablement d'honoraires. Voilà. Il y a eu quelquefois quelques brides d'honoraires qui ont été payés ça et là par le FPI, mais qui ne représentent pas vraiment les honoraires qui leur sont dus. Donc ils vivent difficilement. Ils sont très dignes, très courageux et je tenais à les saluer. Je me retrouve dans la même situation qu'eux. Et je dis un peu plus difficilement puisque je suis l'avocat de Simone Gbagbo qui vraiment est un peu comme le phare de cette situation de prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Donc voilà, il n'est pas bon de travailler avec Maître Dadje. Moi, de façon principale, ma spécialité c'est le droit des affaires, c'est pas le droit pénal. Mais aujourd'hui, j'ai pratiquement plus mon portefeuille que j'avais avant, bon, ce que je peux comprendre. Et il faut savoir que les prisonniers politiques ont pratiquement tous leurs comptes qui sont gelés. Je vous le dis, depuis 2011, Mme Simone Gbagbo a tous ses comptes bancaires qui sont bloqués. Michel Gbagbo, le fils de Mme Gbagbo et du président Laurent Gbagbo, a tous ses comptes bancaires qui sont bloqués également. Donc, une bonne partie des prisonniers politiques se retrouvent dans une situation de dénouement liée à la volonté du pouvoir ivoirien de les asphyxier financièrement. Quand ils n'ont même pas le minimum pour se payer des médicaments pour se soigner, ce n'est pas les avocats qui pourraient payer. Donc, ce que nous pouvons comprendre, parce qu'aujourd'hui, financièrement, c'est difficile. Le gouvernement ivoirien, qui est très attaché à la justice et à la transparence, devrait dégeler les comptes de ces personnes-là, leur permettre d'avoir une vie digne déjà pour eux et les familles, et leur permettre de payer convenablement et dignement leurs avocats qui travaillent depuis 2011. Voilà ce que je pourrais dire. À la CPI elle-même, le président Laurent Gbagbo a été arrêté pratiquement... a été arrêté, le mandat a été pris pratiquement en novembre ou un mois avant, et un mois après, le bureau du procureur estimait qu'elle disposait d'assez d'éléments pour ouvrir une procédure contre le président Laurent Gbagbo. Alors quand on arrive à la CPI et qu'au bout de quelques années, la chambre préliminaire demande à la procureure d'aller chercher des éléments complémentaires parce que les éléments dont elle dispose ne sont pas suffisants pour ouvrir une procédure, j'estime qu'il y a un véritable abus d'autorité qui a été commis par la procureure de la CPI. Soit elle avait des éléments et donc elle faisait ouvrir une procédure, soit elle n'avait pas d'éléments, elle ne gardait pas le président Laurent Gbagbo en détention abusivement, comme pour l'utiliser comme un argument politique pour le mettre hors d'état de cause ou de nuit de la politique ivoirienne. Voilà, et j'ai pas compris pourquoi la chambre préliminaire a estimé nécessaire de lui demander d'aller compléter ces éléments. Si les éléments en matière pénale n'étaient pas suffisants, il fallait mettre le président Laurent Gbagbo purement et simplement en liberté et demander à la procureure de la CPI d'aller mieux se pouvoir. C'est ce qu'on aurait dû faire. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, en ce qui concerne les mêmes poursuites, tant en Côte d'Ivoire qu'en France, déjà, en ce qui concerne la marche des femmes d'Abobo, au jour d'aujourd'hui, nous n'en savons pas grand-chose. Nous n'en savons pas grand-chose. Quand vous répondez comme ça, on pourrait dire que vous insultez la mémoire des victimes. Nous n'insultons pas la mémoire des victimes. S'il y a eu victime, nous respectons la mémoire des victimes. Sauf que les éléments objectifs de la procédure ne nous rassurent pas sur l'existence même de ces victimes et les conditions dans lesquelles elles auraient été tuées. Déjà, je tiens à vous dire que les 7 femmes d'Abobo sont pratiquement toutes portées disparues. On n'a pas retrouvé leur corps. La justice ivoirienne n'a jamais retrouvé leur corps. Donc, il n'y a jamais eu d'autopsie qui a été faite sur ces corps-là. Chose curieuse, alors que 2 de ces corps-là ont été enterrés par leur famille. Vous imaginez, il y a la famille de Bamba Machami l'a enterré au cimetière d'Abobo. Mais quand la justice ivoirienne a demandé qu'on leur montre la tombe pour l'exhumation, la famille n'a pas été en mesure de montrer où se trouvait la tombe et donc le corps n'a jamais été exhumé. Il y en a une autre qui a été enterrée par un ressortissant guinéen dans la forêt du Bonko. Chose curieuse, c'est que les 2 personnes avec qui il était pour aller l'enterrer ont disparu. Le fameux Guinéen serait allé en Guinée, il serait mort en Guinée. Résultat,
personne n'est en mesure de dire où cette demoiselle a été enterrée. Les 5 autres corps ont été envoyés selon les informations à la morgue de Yopougon et ensuite enterrés dans une fosse commune et on n'a jamais été en mesure de retrouver ces corps. Donc je trouve assez curieux qu'on n'ait pas été en mesure de retrouver le corps de ces 7 femmes-là et que ce seul argument suffit déjà à ce qu'une résolution des Nations Unies soit prise la même journée pour autoriser le bombardement de la résidence présidentielle au point de vouloir attenter à la vie du président Gbagbo et de toutes les personnes qui se trouvaient dans cette résidence, dont des enfants à bas âge, dont des enfants de moins d'un an. Et aujourd'hui, nous dit que l'ONU a pris une telle résolution sans jamais avoir eu la preuve que ces femmes ont été tuées, sans avoir jamais retrouvé les corps et fait les autopsies, je trouve que cela est extrêmement grave. Alors quand je vois des experts passer à la CPI pour dire qu'ils ont analysé les corps, pardon pas les corps, mais les vêtements de ces personnes-là, je suis extrêmement choqué. Parce qu'on n'a jamais retrouvé les corps et ces demoiselles, apparemment si elles ont été tuées, n'ont jamais été enterrées nues. Elles ont été enterrées telles qu'elles étaient habillées. Donc, de quels vêtements la CPI a pu disposer au point de vouloir faire des autopsies, des analyses de vêtements. Je suis complètement désolé. Je trouve que cela est extrêmement grave. En termes de bombardement du marché Siaka Kone par le camp commando d'Abobo, mais au jour d'aujourd'hui, il était techniquement prouvé que le camp commando n'a jamais pu bombarder le marché Siaka Kone. C'est une pure affabulation. Une pure affabulation du régime en place en son temps qui était dans l'opposition pour pousser, comme d'habitude, la communauté internationale qui y était favorable déjà à une cabale contre le président Laurent Gbagbo. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, nous attendons toujours qu'on nous rapporte les preuves des bombardements du marché Siaka Kone par des obus tirés depuis le camp commando. Alors que les experts même de l'ONU vous disent qu'il n'était pas techniquement possible que cela se fasse et qu'on n'a retrouvé aucune trace d'obus tirés sur ce marché. Déjà de 2011 à aujourd'hui, il y a eu des milliers de personnes qui ont été mises en prison par le régime actuel au motif qu'elles auraient travaillé avec le président Laurent Gbagbo ou qu'elles auraient travaillé dans des administrations sous la présidence du président Laurent Gbagbo, ce qui est extrêmement grave. On ne peut pas, moi j'ai pas les chiffres du nombre de prisonniers politiques que nous avons aujourd'hui, mais vu que la DST, le gouvernement ivoirien, passe leur temps à arrêter des gens tout le temps pour, dit-on, avoir collaboré avec le régime Gbagbo et à qui on colle des accusations fallacieuses de complot contre l'autorité de l'État, c'est un nombre de prisonniers politiques qu'on ne peut jamais arrêter. Il est constamment en évolution. Mais je pense qu'il y a certaines instances, certainement du FPI, dont celle dirigée par M. Michel Gbagbo sur les prisonniers politiques ou des organisations internationales basées en Côte d'Ivoire, qui pourraient vous donner des chiffres précis. Bien sûr, il y a plusieurs personnes, plusieurs prisonniers qui sont morts en prison sans procès. Voilà. Et récemment, on en a encore dénombré certains. Je pourrais dire qu'il y a plus d'une dizaine, mais vous donner un chiffre précis, je ne pourrais pas vous le dire. Mais en 3 semaines ou en 1 mois, en 2 mois, on a eu au moins 3 ou 4 prisonniers qui sont décédés. Parce qu'il est en exil au Ghana. Il est rentré à la demande des autorités ivoiriennes qui rassuraient les hommes politiques en exil de rentrer. Il est rentré. Quelques mois après, il s'est fait arrêter, je dis dans des conditions très humiliantes pour son statut d'ancien ministre de la République, gardé à la DST, ensuite transféré à la MACA. Il s'est fait accuser de complot contre l'autorité de l'État, d'organisation de bandes armées, de plusieurs choses un peu absurdes comme ça. Alors, l'instruction s'est tenue. L'instruction a montré qu'il n'avait rien à voir avec ces accusations, mais n'empêche que le juge d'instruction a quand même rendu une ordonnance de renvoi de transmission de pièces au parquet. La chambre d'accusation a été saisie au second degré. La chambre d'accusation a rendu un arrêt de mise en accusation de M. Assoa Adou pour 4 ou 3 chefs d'accusation. Alors, les assises se sont tenues. La défense du ministre Assoa Adou, composée de plusieurs avocats de bonne qualité, dont le doyen d'âge, le bâtonnier Singata, a démontré que M. Assoa Adou n'avait rien à se reprocher. Alors, donc, la cour d'assises a rendu une décision dans laquelle elle innocente M. Assoa Adou pour tous les chefs d'accusation mis à son encontre dans l'arrêt d'accusation. Chose curieuse, c'est qu'après l'avoir déclaré innocent de tous ceux dont il était accusé depuis 2 ans et demi, la Cour a quand même décidé de le condamner pour trouble à l'ordre public à 4 ans de prison, alors que cette infraction ne figurait nullement dans l'arrêt d'accusation.
Pour nous, c'est une victoire. Pour moi, qui était avocat principal de M. Assou Adou, je dis bien que c'est une victoire parce que nous avons réussi à casser toutes les accusations farfelues ou, je dis, imaginaires qui étaient contenues dans l'arrêt d'accusation. Alors, le condamné pour des faits ou pour une infraction qui n'est pas contenue dans l'arrêt d'accusation, je dis que la justice ivoirienne a voulu simplement rendre des services politiques au pouvoir ivoirien. Et nous avons formé un pouvoir en cassation contre cette décision et nous espérons la casser parce que M. Assou Adou est purement et simplement innocent. Un procès qui n'est pas à la hauteur, des enjeux. Vraiment, c'est-à-dire ce procès était présenté vraiment, bon, la justice doit passer pour la réconciliation, que c'est important. Est-ce que véritablement, quand on voit ce type de procès, on peut dire, bon, on est bien parti pour la réconciliation? Pas du tout. Le principal accusateur, qui est l'État ivoirien, aujourd'hui, est incapable de ramener le moindre fait, le moindre élément matériel pour 82 accusés, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Il se ridiculise. Ce que j'ai toujours dénoncé dans le cadre de la justice ivoirienne, c'est qu'elle n'est pas indépendante. C'est que malheureusement, elle est soumise au pouvoir politique. Ce que vous voyez, en réalité, ce à quoi vous êtes témoin et spectateur, c'est une justice politisée. Elle dénonce un complot après l'arrestation de l'activiste ivoirienne. Mercredi, les défenseurs de la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne ont jugé que son interpellation était destinée à la faire taire. Elle a été incarcérée pour entente avec l'étranger à la suite d'un voyage au Mali où 49 soldats ivoiriens sont encore détenus depuis le 10 juillet. Nous avons trouvé curieux que un député de notre République fasse une sortie sur les réseaux sociaux et utilise des termes qui peuvent être interprétés comme des termes de menace. Quelques heures seulement après, le procureur de la République engage des poursuites en ce qui la concerne. Nous estimons que certainement il s'agit d'un complot. Ces avocats ont été... C'est un visa ivoirien que j'ai payé 100 €. On nous dit qu'il n'est pas valable. Il a été délivré par un consul qui n'a pas averti l'ambassadeur. Est-ce que nous sommes responsables s'il n'y a pas de gouvernement en Côte d'Ivoire? Nous exprimons notre extrême inquiétude. Parce que pourquoi tout ce cinéma? Parce qu'il y a un homme, le président Gbagbo, qui est en prison, qui doit être entendu. Et manifestement, on ne veut pas qu'il ait des contacts avec ses avocats. Qu'est-ce qu'on veut lui faire? Mes confrères et moi étions à la recherche du procureur de la République qui était absent, abonné absent. Alors, nous sommes dans une situation absurde, mais je pense tout de même que les uns et les autres ne vont pas perdre l'essentiel, qui est aussi l'image du droit en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Ça a été un traquenard dans le cadre de la lutte d'influence que doivent se livrer des groupes de pression à l'intérieur du gouvernement de M. Ouattara. C'est tout à fait clair. Sous un contrôle indiscutable, oui. Avec des observateurs étrangers qui ne sont pas mêlés à l'affaire. Et le problème à ce moment-là est résolu. Est-ce que l'Angola est d'accord? Est-ce que le Ghana est d'accord? Est-ce que l'Afrique du Sud est d'accord? Est-ce que la Tanzanie est d'accord? Est-ce que l'Algérie est d'accord? Alors qu'est-ce qui reste comme communauté internationale? Et en Europe, nous savons très bien que c'est la France qui a donné le ton. On a fait confiance aux dirigeants français et on a eu tort. Alors là, on nous dit, mais il a été nommé par le président de la République. Mais c'est dans la loi. Et moi, je n'ai pas été nommé par le président de la République, au Conseil constitutionnel de France. Et croyez-vous que je me suis amusé à manipuler les chiffres? Absolument pas. Pourquoi a-t-on constaté que les procès-verbaux, toujours dans les mêmes régions de la Côte d'Ivoire, pourquoi les signatures ne sont pas celles des intéressés qui étaient là? Ils n'ont pas eu le droit de voter, ils n'ont pas eu le droit de rester, ils n'ont pas eu le droit de signer, et on a fait des signatures fantaisistes. Là, il faut quand même, il ne faut pas perdre le bon sens, il faut regarder les choses en face. Sont une bonne cinquantaine d'avocats. Ils ont créé un collectif pour défendre leurs confrères, Maître Dadji Rodrigue, incarcéré ici à la DST.
Cet avocat de l'ex-première dame Simone Gbagbo a été arrêté le jeudi 29 mars, il y a donc plus d'une semaine. Et selon ses avocats, son arrestation s'est faite sans respecter les procédures judiciaires officielles. Ils affirment ne pas connaître le motif de son interpellation. Pour le collectif, pas question d'évoquer la personnalité de l'avocat, défenseur de l'ex-première dame. C'est la forme de l'interpellation qu'il conteste. Il ne s'agit pas de parler du fond d'un dossier. Pourquoi il est arrêté, non. Nous estimons simplement qu'il y a une personne, en l'occurrence un avocat, qui est détenu depuis, je pense, jeudi, depuis 8 jours. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu avoir accès à un avocat. Finalement, une délégation de ce collectif a été reçue par le sous-directeur de la DST, Kofi Clément, qui souhaite défendre les intérêts de M. Dadju Rodrigue, décrit une lettre. C'est que Mme Gbagbo, qui était un personnage politique, puisse s'expliquer vis-à-vis de la population ivoirienne et démontrer qu'elle n'a aucun lien avec c'est plus important. Parce que nous sommes convaincus que cette justice est politique et qu'elle est aux ordres du pouvoir politique. Il n'y aura rien d'autre que ça. Il est accusé d'avoir commis des crimes vis-à-vis de ses ressortissants, les ressortissants ivoiriens. Donc c'est devant les ressortissants ivoiriens qu'elle a à s'expliquer. Elle n'a pas à s'expliquer devant une cour étrangère composée de magistrats étrangers. Est devenue une affaire politique. À son tour, l'opposition s'est prononcée contre le mandat d'arrêt visant l'ex-premier ministre et l'arrestation de 5 députés le soutenant. Pour la plateforme Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, les affirmations du procureur concernant l'enregistrement sonore effectué par les services de renseignement ivoiriens ne suffisent pas. Que ce soit en écoutant l'audio, que ce soit en lisant le texte, on se rend compte qu'il y a des phrases incompréhensibles. Non, on ne peut pas, sur la base d'un tel document, envoyer des gens en prison. Nous exigeons la libération immédiate de toutes les personnalités politiques et les militants arrêtés et le retour sans condition de toutes celles qui sont contraintes à l'exil. Mais pour l'heure, sur le fond de l'affaire, la bataille juridique se limite à un duel de communicants. Sur notre parole du gouvernement a dénoncé la stratégie de Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est l'enfumage. C'est la stratégie de l'enfumage. C'est de faire croire justement qu'on représente quelque chose médiatiquement alors que sur le terrain, il n'en est rien. Pourtant, vous êtes là, vous venez parler de cette affaire. Mais je parle de cette affaire parce qu'elle est grave. Confondu toute ethnie ou même sans parti politique, les 2000 milliards c'est absurde et c'est totalement sans base, sans fondement. On attend qu'ils viennent justifier en son temps, mais c'est absurde. Pour l'instant, on constate juste l'absurdité, mais on aura le temps de répondre point par point. Justement, étant entendu que Ouattara a prêté serment le 11 mai, est-ce que ça tient juridiquement? On dit l'État de Côte d'Ivoire a été blessé et tout. Et est-ce que ça tient juridiquement l'argument de la partie civile? J'ai l'impression même que tu as la réponse dans ta question. Donc, est-ce que c'est dans ma bouche tu m'as été au piment ou bien? Je parle à l'avocat, ouais. Je dis, je suis d'accord avec ta question. Et puis la réponse se trouve aussi dans ta question. Non, mais développer maintenant. Non, mais la question fondamentale qui se pose, à mon sens, c'est de savoir qui était l'État de Côte d'Ivoire. À cette époque. Qui était l'État de Côte d'Ivoire. On aura l'occasion de développer tout cela dans notre plaidoirie. Mais franchement, la demande de dommages et intérêts est tellement fantaisiste et absurde qu'on aura l'occasion de le développer. Ça n'a pas de sens. Parce que la question fondamentale, c'est celle-là. Et ils n'ont pas été capables de justifier ou même de dire qui représentait l'État à cette période-là. Ils se sont limités à lire un arrêt. Moi, je ne peux pas comprendre que des avocats de la partie civile, puisqu'ils ont estimé que l'État n'était pas suffisamment représenté par le ministère public, ils ont estimé nécessaire qu'il y ait des avocats de partie civile qui représentent encore l'État, qu'ils n'aient pas été capables de nous démontrer par une plaidoirie en quoi l'État était représenté par Ouattara dès décembre 2010. En quoi l'État représenté par Ouattara, comment ils peuvent justifier la nouvelle prestation de serment du même Ouattara en mai 2011 ? Enfin, c'est tout ça. Si vous estimez que vous êtes marié en 2010, vous n'allez pas vous remarier en 2011, n'est-ce pas ? Donc bon, c'est un peu ridicule, mais on aura l'occasion de développer. Maintenant, si tu veux, une seconde, au-delà de ça, ils ont eu à dire que
qui souhaitent que les 2000 milliards soient solidairement payés par les co-accusés. Mais nous ne sommes pas dans une procédure où les gens sont poursuivis ensemble en tant qu'auteur ou co-auteur. Non, c'est des faits différents et chacun est poursuivi pour des faits qu'il a présumé avoir commis. Donc je ne peux pas comprendre en quoi on peut demander une solidarité. Entre un gars qui est poursuivi à Bobo pour avoir cassé la fenêtre de son voisin et puis quelqu'un qui est poursuivi pour avoir volé le riz de sa voisine, on ne peut pas demander une solidarité. Vraiment, franchement, excusez-moi, mais bon, je respecte les avocats de l'État de Côte d'Ivoire. Mais franchement, je trouve que la demande est un peu fantaisiste. Est-ce que vous pensez qu'ils ont des arguments nécessaires contre vos clients? Mais ils ont reconnu eux-mêmes qu'il n'y a aucun élément de preuve. Dans la défense, là, dans la plaidoirie de l'État de Côte d'Ivoire, ils ont dit qu'il n'y a pas de preuves. Mais nous avons des témoignages et nous pensons que les témoignages sont crédibles. Voilà ce qu'ils disent. C'est tout. Parce qu'ils disent que vous n'avez pas rejeté tous les témoignages. Mais notre but, c'est notre but. Est-ce que vous pouvez confirmer? Qui dit ça? L'autre, un des avocats, la partie civile, dit Mme Gbagbo a porté plainte contre un témoin. Nous avons saisi. Voilà. Nous avons saisi, Ahmed Abiba Touré et moi, on a saisi le président de la cour d'assises pour simplement lui dire qu'il y a un témoin qui a été entendu à 2 reprises, le 26 janvier et le 23 février. Et dans ces 2 auditions, il a des déclarations contradictoires. Nous demandons donc qu'il soit constaté, d'abord, que ces déclarations du 26 janvier et du 23 février sont contradictoires et que le président en tire les conséquences. C'est tout ce qu'on a dit. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Ok, merci. Du dossier qui a duré plusieurs années et de ce procès-là et de cette décision, on ne sait toujours pas qui a tué qui. Pour nous, c'est un échec de la justice ivoirienne. Il y a eu des condamnations pour faire plaisir à certaines personnes, certainement. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire qui a effectivement tué ces 4 personnes? On ne le sait pas. C'est un véritable échec. Je suis sérieusement déçu parce que c'est une décision forcée qui n'a rien à voir avec le droit. Requalifier cela pour pouvoir condamner ces accusés-là, je dis qu'on n'a pas fait du droit et c'est véritablement dommage. Que ce soit 1 an ou 1 jour de condamnation, moi je dis c'est la même chose qu'une condamnation à vie. Si Dogo Blé n'a pas tué, s'il n'a pas enlevé, on le condamne à 18 ans, pourquoi? La justice ivoirienne accuse Guillaume Soro de tentative de coup d'État. Le procureur de la République a indiqué aux journalistes jeudi à Abidjan que l'ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle de 2020 se préparait à prendre le pouvoir par la force des armes. Certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Ce sont les services de renseignement qui, dans le cadre de leur mission, ont pu intercepter des audios. Ils ont pu également trouver des personnes qui s'apprêtaient à venir porter un coup aux institutions de la République. Visé par un mandat d'arrêt international, M. Soro prévoyait de rentrer en Côte d'Ivoire, mais il a dû prolonger son exil en Europe. Une quinzaine de ses partisans ont été interpellés. Le complot contre l'autorité de l'État, c'est l'emprisonnement à vie. Guillaume Soro, ancien chef rebelle, a été l'un des principaux soutiens du président Ouattara lors de la crise qu'il a portée au pouvoir. France aurait-elle voulu le départ de Laurent Gbagbo de la présidence de la Côte d'Ivoire? Alors écoutez, depuis très longtemps, on sait que la France n'est pas un témoin ou un arbitre en Afrique francophone. C'est un acteur de la vie politique, économique. Elle a donc des intérêts, elle a une stratégie et elle est dominante, puisque depuis ce qu'on a appelé l'indépendance, s'est installée en vérité une forme de dépendance qui est économique, militaire et politique. Économique par le fait et financière par le fait de la monnaie, puisque ces pays depuis 50 ans qu'ils sont indépendants, n'ont pas de monnaie propre. Ils ont toujours le franc CFA, qui est géré, on peut le dire,
pour faire court, qui est géré à Paris à la Banque de France, qui permet à la Banque de France et à l'État français de ponctionner les devises d'exportation de tous ces pays. C'est-à-dire que quand la Côte d'Ivoire vend du cacao ou du pétrole, autrefois c'est 100% des devises d'exportation qui rentraient à la Banque de France, aujourd'hui c'est 50%. Mais on entre là dans un jeu de dépendance économique qui est total. Mais ça, vous dites, c'est pas nouveau, c'est depuis les indépendances des pays d'Afrique de l'Ouest. Quel a été le point de basculement? Rappelons les faits. Il y a une élection présidentielle. Alassane Ouattara, aujourd'hui chef d'État ivoirien, affronte Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. S'ensuit une crise post-électorale avec une guerre entre les deux camps, une guerre meurtrière. À quel moment tout bascule selon vous et selon Laurent Gbagbo que vous avez rencontré? Oui, non, tout a basculé, à mon avis, bien avant. Et lui savait que l'élection présidentielle était le tournant après 10 ans de crise. Il faut rappeler qu'il a été élu, Laurent Gbagbo. Il n'a pas pris le pouvoir, comme souvent en Afrique, et souvent d'ailleurs et parfois avec l'appui de la France. Beaucoup de chefs d'État sont arrivés, au Burkina Faso ou ailleurs, par des coups d'État. Laurent Gbagbo est arrivé par des élections tout à fait légales, en 2000, même si c'était des élections un peu compliquées, mais légales. Et 2 ans après, lui est tombé dessus une rébellion que la France n'a pas aidé à combattre, malgré les accords de défense, où la moitié, même plus, 60% du territoire ivoirien était occupé. Donc Laurent Gbagbo a vécu une occupation de son pays et a défendu son pays contre cette occupation, cette agression, par les rebelles qui étaient les gens qui soutenaient Alassane Ouattara. C'est tout simple, ils sont aujourd'hui tous ministres ou préfets. À qui Laurent Gbagbo en veut-il? Est-ce qu'il en veut au président de l'époque, Nicolas Sarkozy? Vous évoquez le début de la crise ivoirienne, au début des années 2000, Jacques Chirac était alors président. À qui en veut-il le plus aujourd'hui? Je crois qu'il n'a pas de favoris parmi les gens qui se sont opposés à lui. Il a eu des problèmes avec Jacques Chirac, mais il pensait que Jacques Chirac était un politicien, traditionnel. Et peut-être que Jacques Chirac n'aurait jamais, de toute façon, ne serait jamais allé jusqu'à une expédition militaire. Sarkozy est un homme plus expéditif, il l'a fait. Donc savoir à qui il en veut le plus, il en veut à cet état de fait. Il voulait sortir du franc CFA, ça faisait s'écrouler le franc CFA en Afrique. Il voulait ne plus renouveler les accords de défense. Les accords de défense, je rappelle que c'est l'armée française qui défend ses pays, mais en échange, la France a, disons, quasiment la propriété du sous-sol de ces pays. Donc il voulait sortir de ce système qui est un système de dépendance. Alors ça précise avoir lieu. C'est-à-dire que je me demande comment ce procès peut avoir lieu plutôt. Dans la mesure où le 3 juin 2013, la CPI elle-même a dit très clairement et tout à fait officiellement qu'il n'y avait aucune charge retenue. On s'attendait même à ce que Laurent Gbagbo soit libéré, s'il n'y avait aucune charge à la date du 3 juin 2013. Quelques mois après, on a demandé à la procureure de recommencer son travail à zéro. Quelques mois après, toutes les charges sont retenues. Donc c'est assez étonnant et je me demande si la CPI résistera à ce procès-là. Donc je me demande comment ils vont sortir de cette impasse, qui est une impasse, à mon avis, beaucoup plus pour la CPI que pour Laurent Gbagbo. Et une dernière citation. Je dis, au moment où je fais ce poste, en février 2025, M. Thiam et M. Laurent Gbagbo ne sont pas encore éligibles. C'est simple. Les conditions sont précises. M. Gbagbo, pour l'instant, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, est frappé d'une décision injuste qui le rend inéligible. Décision pour moi que l'État ivoirien devrait retirer parce qu'ils l'ont jugé en son absence et ça ne se fait pas. On juge un homme en face de lui et il a les moyens de répondre à ce pourquoi on le poursuit. Je tiens à dire dans la petite parenthèse que j'ai assisté au début de ce procès de la BCEAO. La BCEAO est venue à l'audience. Elle a déclaré au président du tribunal que nous n'avons été victimes d'aucun vol. On lui a exigé de déposer un courrier constatant qu'elle n'a été victime d'aucun vol. La BCEAO a déposé un courrier pour dire que nous n'avons subi aucun vol, donc nous ne demandons aucune réparation parce qu'on n'a rien perdu. Mais M. Laurent Gbagbo a quand même été condamné sur la base de la BCEAO qui n'a rien perdu en son absence en matière pénale. Je trouve que c'est un peu gros. Pour moi, on devrait prendre une loi d'amnistie et tourner cette page. Maintenant, pour revenir, il n'est pas éligible. C'est ce que je dis et je pèse mes mots. M. Tidjane Thiam avait la double nationalité. Que nous ne l'ayons pas, nous avons demandé au juge qu'on nous communique copie de cette pièce. Cette pièce nous a été communiquée. Nous avons analysé la pièce et la pièce nous pose un problème. La pièce est intitulée « Note de synthèse des auditions des nommés ». Voilà, je vous la montre par souci de transparence. Voilà comment la pièce est intitulée. Donc, cette pièce-là
est un rapport de synthèse fait par la DST pour synthétiser les auditions de deux Libériens. Alors, nous disons au parquet général et à la Cour, nous n'avons pas confiance à la DST. Elle est très habituée à la fabrication de faux documents et de faux rapports. Et je pèse mes mots. Donc, si la DST dit qu'elle a fait la synthèse des deux auditions de deux Libériens, nous souhaitons qu'on nous donne les auditions elles-mêmes et nous ferons notre propre idée des auditions de ces deux Libériens. Nous ne voulons pas nous en tenir à la synthèse de la DST. Alors, pourquoi nous exigeons cela? Parce que dans ce même dossier Hubert Oulay, la DST a déjà fait un premier mensonge. La DST a accusé un certain Boursèche Pacom d'avoir fait des déclarations dans lesquelles il disait que M. Didier Goulia lui avait dit que le ministre lui aurait donné 2 millions à remettre à des mercenaires libériens pour entretenir leur armement. Et M. Boursèche Pacom a été entendu par le juge d'instruction et il a déclaré n'avoir jamais fait donné de telles informations à la DST. La DST n'a pas été en mesure de nous produire le procès verbal d'audition de M. Boursèche Pacom dans lequel il aurait fait de telles déclarations. Vous comprenez? Donc pour nous déjà, il y a une première base de mensonge. Alors, quand maintenant on nous dit que la DST fait une synthèse d'audition de Libériens, nous voulons avoir les procès verbaux d'audition, d'autant plus que le privé d'audition de M. Boursèche Pacom n'a jamais existé. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes partis de ce procès, parce que la justice a trouvé nécessaire ou a estimé qu'elle pouvait passer outre cette exigence d'équité pour demander au parquet général d'interroger notre client sur la base de ce rapport falsifié ou mensonger de la DST. C'est simple. Et j'ai posé la question de savoir quel magistrat ou avocat dans cette salle aurait voulu être jugé sur la base d'un rapport de la DST, sachant tous que la DST est habituée à fabriquer de faux rapports.